on recommence ça. On parlait de l'environnement de Git, qui était une gestion d'un projet. On avait notre... quand on gère les éléments dans Git, c'est par des commits. Quand on commence puis qu'on initialise notre élément dans Git, c'est quelque chose qui est vide au départ. Donc, c'est vide. On crée des fichiers, puis on dit, ben voici le changement d'état entre l'état dans lequel tu étais auparavant. Là, après ça, quand je décide de faire des modifications, hein, donc je m'en vais ici, là, je retourne dans mon app.js, OK? Puis à l'intérieur, je décide, j'avais 2 lignes, mais je décide de rajouter une nouvelle ligne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un nouveau commit qui va être créé, mais dans ce commit-là, il va seulement y avoir le changement qu'on a fait depuis la dernière fois. OK? Donc, le principe de Git, c'est de dire, c'est les différences entre chacun des commits qui est important. Donc, ça me permet d'avoir, après ça, plusieurs états où c'est qu'on va pouvoir travailler en même temps, mais tant qu'on ne travaille pas sur la même ligne, il va être capable de faire la différenciation que ça a été rajouté là, puis ça a été rajouté là, puis on n'a pas de problème à faire tout le reste. Donc, quand on travaille avec Git, c'est possible. En ce moment, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était très monolithique. Hein? Vous travaillez tout seul, vous faites une mise à jour, vous faites le commit, vous le pushez, puis ben, c'est ça qui se passe. Donc, en passant, quand on travaille avec ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ici, on va dire que c'est, mettons, mon ordinateur local, puis on va avoir, quand je fais un push, ben, je vais avoir les mêmes commits qui arrivent sur GitHub. OK? Donc, ici, on dit GitHub. Fait que là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est que moi, j'ai fait des modifications. OK? Donc, ça, c'est vous. OK? Puis là, ici, il y a moi. Fait que moi, j'ai fait un clone de qu'est-ce que vous aviez. Donc, j'ai fait un clone. OK? Puis, pour savoir où on est rendu, OK? Donc, pour savoir comme c'est à quel commit qui est la version courante, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va indiquer un commit comme étant ce qu'on appelle la branche courante. Donc, une branche, c'est en gros un commit où c'est qu'on lui donne un nom, puis on lui dit, ben, prends toutes les modifications à partir de là jusqu'ici, puis ici, on va appeler ça avec un nom spécifique pour qu'on puisse se reconnaître. Donc, par défaut, le nom de la branche, elle s'appelle master. Hein? Vous avez vu ce mot-là passer. C'était disponible. Là, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est j'ai mis à jour l'énoncé. Fait que moi, j'ai rajouté des choses dans le README, j'ai rajouté des tests, OK? Puis, j'ai fait ce commit-là, OK? J'ai nommé ce commit-là dans une nouvelle branche, OK? Pour pas que vous vous confondiez avec votre propre branche à vous. Fait que moi, je l'ai appelé, je pense, Update Work. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai push ça ici. Fait qu'en ce moment, dans chacun de vos repos, je l'ai fait pour tout le monde. J'ai fait le update work. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut trouver une manière de prendre cette nouvelle version-là, puis l'apporter ici. Là, il y a vraiment beaucoup de différentes manières de faire.
là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une première manière qui est la manière que le service de GitHub le fait habituellement, qui s'appelle des pull requests. Okay? Donc, si vous commencez à regarder un peu l'open source puis regarder les mécanismes de développement, le principe de pull request est très intéressant. Ce qui se passe, c'est que sur le site, on a le principe de... on va mettre ça en rouge. Moi, je veux prendre ça, puis l'ajouter à ça. Puis, je vais faire ce qu'on appelle une pull request, donc une PR. Comment est-ce que ça se passe de votre bord, cette affaire-là? Donc, moi, j'ai tout déjà préfait ça. Donc, sur tous vos repos personnels, c'est déjà disponible. Donc, je vais aller voir sur le mien comment ça se passe. OK? Donc, comme si j'étais un étudiant. Donc, je vais aller sur la page que vous avez tous. Hein? Donc, votre intro React citation. Puis, si on regarde, on a un onglet qui s'appelle Pull Request, puis on voit ici qu'il y a un petit 1 qui dit que, hey, il y a quelqu'un qui a fait un pull request. Autre chose qui est intéressante, c'est que si vous regardez en haut à gauche dans l'onglet branche, en passant, est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge la souris? Oui, non, oui, non? Oui. Oui, OK, c'est bon. Je peux utiliser la souris comme pointeur, je vais être certain. Ouais. Donc, ici, dans la liste des branches, on voit qu'il y a une nouvelle branche qui a été créée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, nous autres, c'est prendre cette nouvelle branche-là puis l'intégrer dans master. Donc, quand on intègre quelque chose d'une branche à une autre, on appelle ça un merge. Donc, on va merger les changements que j'ai faits d'une autre branche dans ma branche de master. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Donc, si vous allez, il va falloir que vous tous, là, chaque personne aille dans son GitHub, aille sur sa page de son projet. Donc, si vous ne savez pas comment y aller directement, vous pouvez passer par votre GitHub Desktop. Là. On peut toujours faire le View on GitHub. Si vous allez aussi sur le site de github.com puis que vous êtes authentifié, il y a la liste de vos différents repositories. Il devrait y en avoir juste 2 en ce moment, ou plus si vous en avez fait des personnels. Fait qu'on va aller dans l'onglet Pull Request pour voir de quoi ça a l'air. Fait qu'on voit ici la mise à jour possible qu'on veut faire. On peut cliquer dessus, fait qu'il peut y avoir plusieurs pull requests disponibles. Puis à partir de là, on peut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut voir qu'est-ce qui a été changé. Donc, il y a une conversation, OK? Fait que si j'aurais pu mettre un message, là, mais j'ai voulu faire ça rapidement pour tout le monde aujourd'hui, fait que j'ai juste pas mis de message. On pourrait avoir une conversation, OK? Donc, c'est une espèce de forum en même temps où c'est que tu peux parler de qu'est-ce qui se passe. Tu peux aussi aller voir qu'est-ce qui a été changé comme fichier. OK? Donc, on peut voir ici, j'ai rajouté des requis techniques, puis j'ai rajouté 2 nouveaux tests. Oui. Donc, c'est ce qui se passe quand on a plusieurs développeurs sur un même projet. Exact, exact. OK? Donc, ici, moi, je me présente comme étant un autre développeur qui a fait quelque chose. OK. Là, j'ai mis à jour le projet, tu sais. Puis là, il faut que vous apportiez ce changement-là dans votre version. T'sais. Fait que là, pour l'instant, j'ai comme caché la partie... j'ai caché cette partie-là ici, là, OK, de comment faire ça. On va voir ça au fur et à mesure. Comme on y va une étape à la fois. Là, c'est le principe, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, il fait un pull request, comment je fais pour l'intégrer dans mon projet? Donc, on est dans la requête du pull request. Okay? On a des petits onglets, on peut voir c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi les différents checks. Okay? En ce moment, puisque j'ai rajouté des nouveaux tests, ça passe pas. On peut voir les différents changements. Fait qu'on peut voir ici dans le README, j'ai rajouté des lignes. J'ai rajouté un nouveau fichier qui s'appelle quote. OK, ici, ça c'est le vrai. Puis ici, un test pour un autre. Fait que quand on a tout vu ça, puis on veut voir comment le merger, ici, on peut regarder, il va regarder est-ce que ce nouveau changement-là, est-ce que ça change des choses qui sont en conflit avec ce qu'on a changé? Est-ce que ça change des lignes que moi, j'ai déjà changées ou pas? Si je suis capable d'intégrer les changements sans problème, okay, ça veut dire, il n'y a pas de conflit, je peux le merger. OK? Puis, on va voir ici que
je peux, ici, j'ai le gros piton Merge Pull Request. Puis c'est ça que chacun de vous va devoir cliquer là-dessus aujourd'hui. Puis en mergeant la pull request, OK, on va rapatrier les changements dans notre élément sur notre branche master. OK, donc ici, on peut voir le merge pull request. Il y a un petit message, on peut le laisser tout par défaut. Je fais confirm merge. On peut voir que ça a été mergé. Puis, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ici, le master branch arrête d'être indiqué là, puis est modifié et est maintenant ici. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Le master branch, là, il est créé par défaut ou bien c'est nous qui devons le créer? C'est toujours créé par défaut avec Git. Donc, quand on fait un nouveau Git, il faut qu'il y ait une branche, puis par défaut, c'est le master branch. OK. Fait que là, on a une partie intéressante de fait. Sur GitHub, on a la nouvelle version de notre affaire. Fait que si je retourne dans mon onglet code, OK, je peux voir qu'il y a une nouvelle section dans le README. Je peux voir que si je m'en vais dans source, j'ai des nouveaux fichiers. Mais ces fichiers-là ne sont pas sur mon ordi local encore. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre qu'est-ce qui est ici, puis l'apporter sur mon ordi. Donc, quand on veut prendre nos éléments locaux puis on veut les envoyer à GitHub, on appelle ça un push. Bien, quand on veut aller chercher les changements de GitHub, on va appeler ça un pull. Donc, on a fait des push, bien là, on va faire des pulls. Fait que si on s'en va dans notre ami GitHub Desktop, ici, ce qu'on va vouloir faire, par défaut, il va, si tu laisses le temps, là, ou si tu cliques en haut à droite, là, ça va regarder périodiquement est-ce qu'il y a des changements par rapport à GitHub. Puis là, tu vois, il est comme « Oh, shit! Ton code n'est plus le même que celui qui est sur GitHub. Celui qui est sur GitHub a plus d'affaires que qu'est-ce que tu as en ce moment. Est-ce que tu veux pouler ces éléments-là dans ton projet? » Donc, on va faire pull origin ici. Pull origin. Fait que ça va incorporer tous les changements localement. Fait que quand je fais le pull, qu'est-ce qui va arriver derrière ici? Ben, on a le même changement qu'ici, puis ça déplace notre branche sur le bon commit. Fait que maintenant que j'ai pull mes changements, je peux le regarder dans Visual Studio Code, puis je devrais pouvoir voir dans le README que ça a les nouvelles versions de présente. OK? Fait que là, j'ai fait des changements sur votre repo. Vous pouvez merger le pull request, puis après ça, pull la nouvelle version, puis paf, on a une nouvelle version disponible. Merci, Maïko. J'ai une question, s'il te plaît. Allons-y. Je suis un peu perdu. Je n'ai pas pu faire le premier merge que tu nous as demandé de faire. Je ne sais pas où je ne l'ai pas fait. Fait que, est-ce que tu as réussi à te retrouver sur ta page de GitHub de ton projet? Oui, je suis là-bas, oui. Fait qu'il y a un onglet Pull Request. Oui, je suis dedans. OK. Puis, il devrait avoir un pull request de disponible. Là. Moi, il n'est plus là, parce que je l'ai... New pull request? Ben, il devrait en avoir un comme ça, là, où c'est que c'est marqué Update. Update, OK. Donc, je dois cliquer là-bas, OK. Tu cliques dessus. Puis, à ce point-là, en bas ici, il y a un piton Merge. Que moi, j'ai plus parce que j'ai déjà fait. Merge pull request, c'est ça? Et voilà. OK. Bam. OK, c'est bon, je l'ai fait. Fait que, une fois que ça c'est fait,
c'est dans GitHub Desktop qu'il va falloir faire le pull de ce changement-là pour que ça soit sur ton ordi aussi. OK, c'est bon. Merci. Comment on le fait sans GitHub Desktop, le pull? Sans GitHub Desktop, c'est assez simple. Si tu utilises juste le command line, là, Oui. ben, pour faire des push, c'est git push. Pour faire des pulls, c'est git pull. Git pull. Ouais. Parfait. Pour être sûr que je comprends bien, là, nous, on a fait notre travail là-dessus hier. Exact. Donc, en faisant le pull, là, si ça ne rentre pas en conflit, si toi, ce que tu as ajouté, vu que c'est juste dans le README, ça ne rentre pas en conflit avec nous, ce qu'on a fait qui est dans une autre partie, donc ça va le fusionner sans problème. Exact. Si tu avais fait des changements qui rentrent potentiellement en conflit avec ce que nous, on a fait, là, il va nous demander de corriger, c'est ça? Exact. Là, il y a plus d'étapes. OK. C'est un merge conflict qui est la bête noire de programmeur. Mais ça arrive constamment, j'imagine? C'est super fréquent? Ou? Pas tant que ça, OK? Parce que il faut que tu changes. Parce que même si on travaille sur le même fichier, tant que, mettons, moi, je change certaines lignes, puis toi, tu es plus bas dans le fichier, c'est quand même pas un conflit. OK? Il faut que l'ordinateur soit incapable de déterminer c'est quoi la bonne version. Fait que si, mettons, toi, tu changes ta fonction A pour faire une autre affaire, puis là, moi, je corrige la fonction A pour régler un bug, puis qu'on essaie de merger ça ensemble, il est comme, là, je sais pas, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a racheté du stock, puis l'autre, il en a corrigé l'autre moitié, mais comme c'était tout sur les mêmes lignes, là. Fait que là, il est comme, je sais pas comment trier ça, là, c'est à l'utilisateur de comme faire un démêlis de comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tant que tu n'es pas sur les mêmes lignes, il est capable de comprendre d'insertion, de suppression, puis ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, j'imagine, quand il y a une équipe, de bien diviser. Toi, tu travailles sur ça, toi, tu travailles sur ça. Bien, ça aide surtout de bien faire les branches, puis de bien comme merger à des moments opportuns. T'sais. Une fois que le feature est fini, là, tu dumps tout, puis tu règles ça là plutôt qu'à chaque fois que tu fais des petites affaires, puis tu le quittes. Mais on va voir le processus de développement d'équipe au fur et à mesure quand on va tomber dans le projet dans quelques semaines. Parce qu'on travaille tous sur des branches séparées, c'est ça? Exact. Puis, à un moment donné, bon, ben là, on est prêt à le merge avec la branche master. Exact. Puis là, c'est là qu'on vérifie s'il y a des conflits. Exact. Okay. Oui, S'il vous plaît. Maclou? Juste une question pour compléter ce qu'elle a dit Alain. Prenons un exemple, on est à deux. Je crée une fonction, je l'appelle banane, comme vous avez dit. Et l'autre, par exemple, il renomme cette fonction. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se mettre d'accord sur quel nom qu'on va prendre, par exemple? Si vous créez chacun de votre bord deux fonctions qui ont des noms différents, mais qui font la même chose, quand vous essayez de le merger, ça va juste faire deux fonctions avec les noms différents. Exact. Fait que il n'y aura pas de conflit, tu sais. C'est parce que vous auriez créé deux nouvelles choses chacun de votre bord. Oh, mais il va les garder toutes les deux. C'est ça. Ça veut dire j'aurai les deux et lui, il aura les mêmes, les deux. Exact. OK. Donc, qu'est-ce qui est important, par exemple, c'est quand tu travailles en équipe, c'est de spécifier c'est quoi les noms des choses. Hein? Déjà, oui. Le document technique, là, tu sais, là. Exact. La charte qu'on t'en Et donne. voilà, là. Exact. Ton cahier de charge, là, tu sais, là. Oui. OK, merci. OK. Fait que là, la question, c'est que j'ai rajouté. Qu'est-ce qu'on fait de plus dans notre application? Parce que l'application va avoir la même interface finale. Okay? C'est juste qu'on va prendre des pratiques plus exhaustives puis des conventions de programmation de web moderne. Okay? Donc, jusqu'à présent, on avait comme notre app.js, puis on avait rajouté des choses. Okay? J'ai vu que la moitié de la classe avait réussi à faire passer les tests. Ça semblait aller bien. Mais ce que je veux, c'est être capable de faire ça avec des components. Puis que les components utilisent le principe de propriété qu'on a vu en classe hier. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des requis techniques. Donc, je vous demande
d'avoir un component quote, un component quote list, qui va être la série de quotes à l'intérieur. Donc, l'app va juste faire un affichage de quote list. Puis, aussi, la démarcation des différents éléments va être beaucoup plus claire. Donc, ce qu'on dit, c'est que le quote, OK, il reçoit dans ses props la quote. Fait que la quote puis l'auteur. Le quote list, OK, lui, va représenter la liste de citations, puis il va recevoir des props qui indiquent le nombre de citations affichées. Donc, le quote list, à la place de juste être 3, il va être fait pour être capable d'en faire 2, 10, 50, dépendamment de comment on se sent cette journée-là. Puis, aussi, ce qu'on dit, c'est que la liste de quotes, celui-là qui est dans notre fichier principal, on veut juste l'utiliser à l'intérieur de notre component app. Toutes les autres ne devraient pas accéder à notre liste à partir du JSON lui-même. Donc, ça va être à nous de propager l'information pour être capable d'avoir une application qui est plus découplée. Fait que si on regarde l'élément, on a notre app. Puis, dans notre app, la seule chose qui va se passer, ça va être d'avoir un quote list. En passant, On voit pas. Ah oui, ça c'est le genre de choses qu'il faut me dire. Tiens, et voilà. Donc, on a notre app. À l'intérieur du app, on a le quote list. À l'intérieur du quote list, oups, crayon. Donc, à l'intérieur du quote list, ben là, ici, on va avoir une série de quotes. OK? Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que dans notre quote list, on va envoyer le tableau des quotes, puis on va envoyer le nombre de quotes que je veux qui apparaissent dans la liste. Puis, quand je vais faire afficher les quotes, je vais vouloir envoyer la quote qui est un objet JavaScript qui va contenir la quote elle-même, puis l'auteur. Donc, on va vouloir démarquer ces différents éléments-là en différents components pour bien faire la démarcation. Puis, en plus de ça, je veux que chaque component soit dans son propre fichier. Donc, on va regarder aujourd'hui comment séparer les différents components dans leur propre fichier pour avoir une approche moderne, modulable d'un programme. OK. Fait qu'on va aller dans notre ami Visual Studio Code, puis on va remettre notre intro, notre React App de base. OK? Donc, on va prendre ça ici. En passant, juste rapidement, moi, je n'ai pas fait de pull request. Il ne me l'offre pas dans GitHub Desktop. Là. Je ne sais pas si je suis le seul qui est comme ça. Le pull request, c'est sur le site de GitHub qu'il faut que tu ailles. Oui, je suis là, oui. Je vois les changements que tu as apportés. C'est un onglet pull request en haut. Oui. Donc, OK. Ici, il y a le code, issues, pull request. Il n'y en a aucun. Il y a 0 pull request. Pourquoi? C'est le tien, ça. Pardon? C'est pas le tien, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que je suis dans le tien, là. Je te montre le tien sur ma page. Ah, OK, excuse-moi. Fait que moi, j'en vois un. Je comprends pas.
Au pire, on checkera. Tu cliques sur l'onglet Pull Request en haut, c'est ça? Ouais, ouais. Y a-tu un petit 1 à côté de l'onglet? Moi, j'ai. Attends, mais peut-être que j'étais au mauvais endroit. OK, C'est c'est bon. dans Intro React Citation, ouais, t'étais dans Ouais, j'étais en l'autre. haut complètement parce que tu disais, tu sais, en haut, il y a comme. Dans Ok, le menu, ok, il y a ouais, Pull ouais, ouais, Requests. Je vais en haut, puis il n'y a rien. C'est ça. Ouais. Je OK, comprends. excuse-moi. Désolé. Ça porte à confusion, c'était marqué Pull Request à 2 places. Parfait. OK, fait qu'on vient à nos affaires. On veut regarder comment séparer nos applications en différents components. Fait que, en ce moment, si on regarde, hein, on avait l'index, puis l'index allait chercher le app, puis le app était son propre component. Fait qu'en gros, on va vouloir dupliquer ça pour être capable de représenter d'autres components, puis on va vouloir les importer pour être capable de les utiliser correctement. OK? Fait que on va se faire un nouveau component qui va être un component qu'on avait fait hier, là, un welcome, là, qui fait un greeting avec un prénom puis un nom. OK? Donc, on va pouvoir lui passer ses props, puis on va pouvoir utiliser ces props-là pour faire l'affichage. Puis, une fois que c'est dans son propre élément, on va le faire en premier, puis après ça, on va l'exporter dans un autre fichier. Fait que, on va se faire... Ici, en passant, après chacun des cours, les différents exemples que je vais faire, je vais toujours les mettre sur le site, pas sur le site, mais en fait dans Teams. OK? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans Teams, hein, si vous allez dans notre groupe, dans les fichiers, on a le Class Materials, puis j'ai fait un dossier exemple du cours. Puis à chaque fois, à la fin de chaque journée, je vais aller mettre les différents exemples à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, tous les exemples que je suis en train de faire, si vous ne tapez pas assez vite ou s'il y a une erreur quelque part, vous allez pouvoir le rechercher par la suite. Donc, on veut se faire un nouveau component. On va l'appeler Greetings. Il va recevoir des props. Puis, à l'intérieur, ce qu'on veut faire, c'est juste retourner. On va retourner ça dans notre ami le header. Puis, à l'intérieur du header, nous autres, ce qu'on veut, c'est faire props.wow. Ça, first name. Marquer. Bonjour. Puis un deuxième props.last name. Et avec un petit point d'exclamation. Fait que là, on a notre component. Il s'appelle Greetings. Il reçoit un props first name, un props last name. Puis, attends, on va même start ici. Comme ça, on va avoir notre image en même temps. Oups, j'en ai un autre d'ouvert quelque part. Come on. Parfait, on ouvre ça. Ici. Tu oublies le S. Je vais juste à partir là. OK. Fait qu'on a notre greetings, puis on va vouloir l'utiliser à l'intérieur de notre app. Fait que, mettons, on va enlever. L'image est cool, on va la garder. On va enlever le lien. Puis à l'intérieur du petit paragraphe, on va aller écrire. Fait que, on a vu qu'on peut faire notre greetings.
Puis à l'intérieur de ça, on va avoir go. Ça. Puis on peut voir que donc ça, c'est pas mal qu'est-ce qu'on sait à date. OK? Donc, on est capable de créer des function components. Les function components peuvent recevoir des props. Puis, j'envoie les props quand j'appelle le JSX derrière qui représente cet élément-là. OK? Premièrement, première chose qu'on voit de nouveau aujourd'hui, c'est en fait rien qui a rapport à React, c'est des choses qui ont rapport à du JavaScript. Fait qu'on va regarder le principe comment ça s'appelle? Je l'avais ici. La déstructuration d'objets. OK? Donc, le principe de la déstructuration d'objets, c'est du syntactic sugar, là, OK? Pour être capable de ne pas avoir à écrire props point quelque chose à chaque fois. OK? Donc, si on regarde l'exemple ici, j'ai un objet JavaScript. OK? Est-ce que vous voyez bien le code? Là? Je ne sais pas si c'est trop gris ou ça. Et thumbs up, thumbs up, thumbs up. OK. Donc, l'objet JavaScript a deux propriétés. Puis, après ça, quand je veux avoir, à partir de cet objet-là, la propriété P et la propriété Q, bien, habituellement, hein, qu'est-ce que nous, on a vu, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on dit le nom de l'objet, point le nom de la propriété, c'est ce qui est standard. Mais si je veux, je peux faire des variables intermédiaires à partir des noms des propriétés. OK? Donc, ici, le principe, c'est si je voulais, OK, je pourrais écrire first name est égal à props.firstName. Puis, à partir de là, ben, je pourrais juste utiliser firstName ici. Right? Donc, ça, c'est standard. Là, on déclare une variable, on l'utilise, et ainsi de suite. Mais cette action-là, je peux la sauter puis utiliser ce qu'on appelle le object destructuring. C'est que je mets entre accolades les différentes variables que je veux avoir, puis ça va automatiquement créer ces variables-là, puis assigner les éléments des différentes propriétés qu'il y avait dans l'objet. Puis, qu'est-ce qui est vraiment magique, c'est que je peux utiliser ça à même des paramètres d'une fonction. Fait qu'à la place d'écrire props ici, OK, ce que je vais faire, c'est je vais dire ce que je veux, moi, là-dedans, je m'en fous de toutes les props, tout ce qu'il y a dans props, sauf first name puis last name. Fait que ça va regarder dans props, ça va prendre la propriété first name qui est dans props, ça va créer la variable first name, puis ça va assigner la même chose dedans. Fait qu'à partir de là, je peux tout simplement utiliser first name, last name, puis ça ne change rien à l'application. C'est juste que j'ai besoin de moins écrire du stock. OK? Donc, je l'ai dit hier, puis je vais le dire la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après en JavaScript. Il y a beaucoup de choses qui existent pour qu'on aille à écrire moins de stock. Une question. Oui. Ça, first name, last name, c'est déjà fait dans props. Fait qu'on ne peut pas écrire prénom. Puis, Oh oui, totalement. Là. Okay. On pourrait écrire banane puis patate. C'est moi qui ai décidé que c'est ça pour greetings. OK. OK. S'ils vont être pluggés dedans, du fait que moi, je les ai écrits ici. Donc, si j'écris banane puis patate ici, puis après ça, j'ai banane puis patate partout d'autres, ça fait la même chose. On va te le prouver. Je veux. Banane. Patate. Hein? Je t'ai prouvé que si on utilisait banane et patate, ça marche quand même. Ouais.
Donc, Juste s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter, quand vous avez sélectionné, vous avez modifié en même temps tout? Oui, tu peux peser sur CTRL F2. Oui. Si tu regardes, ça fait Change all occurrences. OK. Parfait. Merci. Fait que là, un petit commentaire naïf, là. Ben Ça oui. ressemble beaucoup à le simple passage de paramètres normal, là. Tu sais, je veux dire, donc pourquoi est-ce qu'on a commencé par nous montrer props pour nous montrer ça? Ben par la ici, suite? le principe, c'est que les function components, tu es obligé d'avoir juste un paramètre maximum. OK? Fait qu'il faut le bundler dans props, puis le débundler de props. OK. OK? Là, ici, le principe, c'est que c'est juste un raccourci syntaxique. Il faut toujours se souvenir derrière que ça passe par les props. OK? C'est pour ça que c'est important. OK. Fait qu'on a notre petit component qui existe, mais là, ce que je veux faire, c'est l'avoir dans un autre fichier. Hein? Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me crée un nouveau fichier. Là, ça ne dérange pas, mais par convention, on va lui donner le même nom que le component. Hein? Donc, ça va nous permettre de facilement se retrouver. Donc, je vais l'appeler greetings.js. Puis, je vais prendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis, je vais aller le copier ici. Là, la première chose, c'est que pour que ça soit... Il y a deux choses à faire. Pour que ça soit un function components, il faut que ça soit conscient que React, ça existe. Fait qu'il va falloir que j'importe la librairie de React dans ce fichier-là. Donc, si je regarde ici, comment j'avais fait ça, ben, je peux faire import l'objet React de la librairie React. Donc, je peux avoir ça ici. Fait que là, le module lui-même est fonctionnel. OK? Là, par exemple, il va falloir que je l'exporte. OK? Puis que je l'importe de quelque part d'autre. Donc, maintenant, dans mon app.js, ben, il est comme greeting, je ne sais plus c'est quoi là. OK? Fait que pour être capable de l'importer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les exportations de modules de JavaScript. Fait que l'exportation de modules, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas importer le fichier au complet. Hein? Parce que ça se peut que dans le fichier, il n'y ait pas juste le component. Ça se peut que tu aies des petites fonctions, des helpers, des fonctions utilitaires qui n'ont pas rapport avec mon application au complet, puis que je ne veux pas que l'application complète ait connaissance de ces fonctions-là. Hein? Donc, le principe d'encapsulation, le principe de modularisation, c'est de dire chaque élément a son propre endroit, puis chaque élément doit travailler correctement comme il y a besoin. OK, fait que il faut être capable de exporter la bonne affaire de Greetings, puis après ça, de l'importer dans notre autre programme. Ici, donc, ici, si on regarde, le principe, c'est le mot-clé export default. Puis après ça, j'aurai un nom de variable, un nom d'élément que je veux exporter. Okay? Qui va être la seule chose qui va être exportée de cette affaire-là. Ici, ce que je veux exporter, c'est le functional component que j'ai créé. Fait que là, même si je décide de créer d'autres fonctions ici, ça ne sera pas disponible même si j'importe le fichier. Et si je veux les exporter tous? Tu peux ici avoir comme différents éléments puis faire un espèce de tableau d'exportation. OK. Mais le principe, c'est qu'on veut éviter ça. Si c'est supposé être quelque chose qui est un component, c'est supposé être sa propre entité qui devrait juste être importée tout seul. S'il y a d'autres choses qui font autre chose, ben, ça devrait être dans un fichier à part, un fichier utilitaire. Fait qu'on a exporté notre greeting. Notre dernière chose à faire, si on regarde notre index.js, ben, le index.js, il importe l'objet app du fichier app. Puis là, on voit ici qu'il n'y a pas d'extension. Okay? Dans Node.js,
il y a des fonctionnalités derrière qui permettent automatiquement d'aller chercher les bons éléments automatiquement si on a bien exporté nos constantes. Ici, on va pouvoir import greetings from greetings. Puis paf, on revient à une application fonctionnelle. Maintenant, j'ai réussi à avoir mon application qui est utilisée dans mon index, qui est dans son propre fichier. Puis celle-là utilise un autre component qui est importé d'un fichier externe. Puis dans ce fichier externe-là, j'ai pu dire que c'est un component de React, c'est un function component, puis en passant, c'est greetings qui te permet d'aller le chercher. Avec ça, on devrait être capable de remanier notre application, puis être capable d'avoir des components complètement individuels, d'avoir les éléments qui sont passés par les props, puis d'être capable de tout gérer de manière plus modulaire. Si on regarde ici... Une petite question. Oui. Tu utilises une majuscule à greetings tout le temps ou quand tu fais une fonction? C'est quand on parle de components, la convention veut que ce soit comme une espèce de classe. Fait qu'on utilise une majuscule pour indiquer que c'est un component. OK. Mais c'est une convention, ce n'est pas une règle. Ouais. J'ai une question. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi tu as exporté le component greeting ici. Export default greeting, ça sert à quoi? Ici, le principe, c'est que, admettons que j'aurais d'autres fonctions ici. Là, des fonctions utilitaires, des fonctions, mettons, pour trouver un chiffre aléatoire. Là, aucunement utilisé dans votre projet. Donc, quand je vais importer ça dans un autre fichier, je ne veux pas avoir à importer tout ce qu'il y a dans mon fichier greetings.js. Je veux juste importer le component que j'ai créé ici. Ici, quand je mets le export defaults, c'est que ça limite les choses qui vont être importées dans mon autre dossier. Donc, le but ici, c'est que même si je crée d'autres fonctions, ils vont rester privés à ce module-là. OK. Une question, s'il vous plaît? Oui. Le fait de mettre export defaults, ça veut dire qu'on peut mettre export sans default. Ça veut dire que c'est la fonction par défaut qu'on peut exporter. Donc, si on écrit plusieurs fonctions, par défaut, c'est le greeting. Sinon, on peut mettre tout simplement export une fonction X ou une fonction Y. Est-ce que c'est correct? Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais pour ça, il faut aller voir comment Node fonctionne puis comment Node travaille avec les modules, ce qui arrive dans la deuxième partie du cours. Fait que je vais reporter cette question dans notre futur semi-lointain parce qu'il nous manque un peu de fondement pour être capable d'aller chercher ce qui se passe derrière. J'en suis désolé. Comme il y a différentes options. Là. Tu peux faire ce que tu veux vraiment. C'est juste que ça, c'est la version facile pour les components. Oui, c'est juste, j'ai remarqué default, donc ça... C'est que ça va être... C'est parce que si tu ne mets pas de default, il faut que tu ailles chercher les noms spécifiques des éléments. Là, en mettant default, c'est que c'est cet élément-là automatiquement qui va être sorti. Okay? C'est ça le principe de default dans ce mot-là. Fait que là... vas-y, excuse, t'étais avant moi. OK. Fait que là, on pourrait faire plusieurs fonctions là-dedans, mais des fonctions, en fait, qui seraient appelées par greetings. Exact. Fait que greetings utilise, puis tout ce que nous, on cherche, en fait, c'est la fonction greetings. Fait que les autres fonctions, ils sont utilisées seulement par la fonction à l'interne, greetings à l'interne. OK, c'est ça. C'est bon. C'est vraiment pour avoir des modules, là, ici. Là. C'est le principe de module privé. Là, OK. Peux-tu résumer très rapidement, là, je comprends qu'il faut mettre le export, mais tu sais, quand on fait des projets en simple JavaScript, tu n'as pas à faire de export. Tu fais juste le import, tu fais ça dans ton arborescence ou dans ton... Tu sais, si tu mets quelque chose en avant... Ouais. C'est parce que le principe de import tout seul, c'est que ça l'importe le fichier, ça le copie-colle où c'est que tu l'avais. Oui. OK? Là, dans le JavaScript moderne,
on s'est rendu compte que c'était pas super de juste copier-coller un paquet de stock. OK? On a voulu faire en sorte d'être capable d'importer seulement des bouts de l'élément du module. OK. Fait que le mot-clé export me permet de gérer ça. OK. OK? De dire qu'est-ce qui est exporté quand j'essaie d'importer ça en tant que module et non importer ça en tant que fichier. OK. OK? C'est Fait clair. que ici, c'est la différence entre le import quelque chose from quelque chose, puis le import le fichier. T'sais. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, si j'avais pas fait le export, puis j'avais fait juste import tout, ça aurait marché quand même? Ou... Ben, si tu aurais juste importé le fichier, ça aurait marché quand même, mais ça aurait inclus n'importe quelle autre fonction qui serait avec. Non, mais si j'avais pas mis de export default greetings, Ouais. puis que je fais import greetings from greetings, ça aurait copié tout ou ça aurait pas juste copié juste le greetings? On ne met pas from. Ça n'a pas marché. On ne met pas from. OK? Ben, c'est ça. Nous autres, on le met, le from, pour dire justement que ça vient de là. Si tu ne le mets pas, c'est que ici, ce qui est différent, c'est que cette syntaxe-là, c'est la syntaxe d'importation standard, okay? D'importation de fichiers. Puis ça, c'est une nouvelle syntaxe d'importation de module JavaScript version ES6 qui a besoin d'avoir des exportations qui viennent avec. OK. Si tu regardes, là, j'ai enlevé, là, puis je regarde, ça n'a pas marché. Greetings does not contain the default import. D'accord. Ah, OK. Mais sa question, M. Hugo, c'est vous pouvez revenir au import. Là, donc, si on élimine export et on élimine grid from, on importe directement le fichier, tout le fichier, ça doit marcher. Ah, oui, oui. Si on fait... Importe directement tout le fichier. Grid, c'est ça. Voilà. Blablabla. Je pense qu'il faut... Ah, même là, il ne marche pas. Mais on n'a pas enlevé export. Non, mais ça, c'est correct parce que c'est pour Non, le c'est index.js. Ah, OK, oui, lui. Oui, il faut, oui, voilà, Ouais, éliminer export. Normalement, ça doit marcher. Là-dessus. Non, même pas. Donc, ça marche. OK. Je Non, pense que mais c'est ça la marche question pas de Alain. Non, mais ça ne marche pas plus. Ici, en fait. Donc, ça ne marche pas. Non. Donc, dans le fond, on a besoin de faire l'export. Oui, c'est ça. Là. Node, il travaille juste avec des modules. Fait que... Oui, c'est par défaut. En fait. Il doit être là par défaut. En fait. Si c'était en pur JavaScript, ça aurait marché. Mais puisqu'on passe par Node, il est... OK, oui, merci. Il doit être là par défaut. Ouais. All right. Fait que... Hier, ben, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de trop travailler sur le projet. Fait qu'aujourd'hui, je veux... c'est pas mal ça que j'avais à donner pour aujourd'hui. Je veux que vous travailliez sur la nouvelle version. La dernière chose qu'on va regarder avant d'arrêter l'enregistrement, c'est les nouveaux tests que j'ai faits. Parce que si ça ne passe pas, il faut être capable de un petit peu étudier ce qui se passe dans les tests pour comprendre qu'est-ce qui est possible. Je peux te poser une question par rapport à ça encore avant de... Ouais. Mettons justement, on a un fichier avec le math, le random qui donne, mettons, qui fait des... avec plusieurs choses que tu vas importer, là. Plusieurs fonctions. Qu'est-ce que faut que tout t'importe un par un ou import? Non, on va voir comment avoir des modules utilitaires qui comportent juste des fonctions qu'on veut. Fait que tu peux faire quoi? Import all from... Ben, ça va être en fait import avec des accolades, avec les différents noms de fonctions. Puis quand tu fais le export, ça va être aussi avec des accolades avec les différents noms de fonctions. OK, il faut toutes les inclure. C'est ça. Tous les noms. OK, c'est bon. Là, je veux. Ouvrir notre ami test. Parfait.
Fait qu'on va aller regarder les tests que j'ai rajoutés. Fait que le premier test que j'ai rajouté pour juste le quote lui-même, OK, ça donne un exemple de qu'est-ce que je m'attends qui marche. Fait que ici, il y a un exemple de l'appel du component. OK? Donc, ça va être un component qui s'appelle quote, qui va avoir un prop qui s'appelle quote. Puis, à l'intérieur de cet objet-là, ça va être un objet qui contient deux propriétés, un quote puis un auteur. OK? Donc, avec ça, ça devrait afficher un quote. Donc, ici, j'envoie le quote comme je m'attends qu'il soit géré, puis je regarde est-ce que le texte est sorti du quote que j'ai. OK? Donc, ceci est un test. C'est moi qui ai dit ça. À partir de là, on a le quote list, que lui, son principe, c'est, bon, on a le quote list. Lui va recevoir une liste de quotes. OK? Donc, la liste de quotes, c'est directement le tableau d'objets JavaScript. OK? Donc, le tableau avec une première quote, avec une deuxième quote à l'intérieur. Puis, après ça, j'ai un number ici qui va me dire combien de quotes vont être affichés dans le quote list. OK? Donc, dans notre programme principal, en fait, on va mettre 3 ici, là, hein? Parce que ça, on veut qu'il y en ait 3 ultimement. Là, ici, dans mon test, j'en ai juste fait 1. Fait que, avec ça, vous devriez être capable de refaire votre projet. Attends, si je veux... je veux aller là, puis je vais arrêter celui-là, puis on va partir celui-là. Fait que juste si on regarde juste mon app en ce moment, là, on va mettre ça à droite, puis on va mettre ça à gauche. Fait que si on regarde mon app courant, ben, mon app, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher quote list, elle utilise quote list, puis elle en demande 3, puis ça me donne le même projet, mais avec plus de modularisation. Puis si j'arrête ça, puis je roule mes tests à la place. On roule mes tests, puis on voit que tous les tests passent en sachant qu'on a quote puis quote list. Fait que c'est plus facile pour moi aujourd'hui. Je voulais vous laisser travailler aussi, surtout pour le monde qui n'a pas réussi à terminer hier, okay, considérant que les cours sont assez proches, là. Souvent, ben, la première journée, ça va être plus de blabla, puis la deuxième journée, ça va être plus de on reprend ce qu'on a vu la veille, puis on expande un peu, puis on continue à travailler dessus. Fait que c'est tout pour moi. On va arrêter notre ami l'enregistrement.